Solution numéro 1 de la médecine d'il y a 10 ans, on arrête de faire ce qui fait mal parce que c'est mauvais. T'en mets pas sur le ventre, ne courez pas, c'est mauvais pour nos genoux, ne portez pas des charges lourdes, c'est mauvais pour votre dos. Ou alors on cherche des solutions pour la longévité. Ok, je peux plus dormir sur le ventre parce que je suis raide et cervical. Comment je peux retravailler ma mobilité pour pouvoir à nouveau avoir une bonne amplitude, pouvoir dormir sur le ventre. Et les personnes âgées doivent soulever des charges lourdes. On sait que pour la longévité, il faut un volume musculaire. Ce qu'on sait, c'est que de garder un capital musculaire, ça permet d'être actif et indépendant le plus longtemps possible. Donc il faut entretenir ce capital musculaire. Aymeric, tu as une petite fille, Oui. c'est ça? Qui s'appelle Lara. comment, si tu veux bien? Lara, Lara. que je vais Excellent. m'appeler Lara Tatouille. Punaise, qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Tu l'as aimé aussi, toi? Ouais, exactement. Ratatouille. Je me réjouis de le voir avec mon petit garçon, mais le problème, c'est qu'on a essayé, mais il ne comprenait pas. Alors on a coupé, tu vois. Il est encore un peu petit, tu vois. Et pourtant, je me réjouissais de le voir, mais après 5 minutes, on l'a coupé. Du coup, on a regardé Le Roi Lion, c'était trop bien. Digression, première. S'il y en aura 50, ce sera sympa. Pourquoi je te dis ça? Parce que je pense qu'on a sensiblement le même genre d'âge, on a de la même génération. Et je pense qu'après 30, 35, tout ça, c'est assez amusant de voir que parmi les gens qui sont très sportifs, machin, il y a quand même toujours à un moment donné la question de la longévité qui arrive. Oui. Toi, tu es kiné, tu es ostéo. Oui, les deux. Tu dois probablement parler de ça ou t'intéresser à ça quand même vachement. Ouais, totalement. Et du coup, dans les piliers de la longévité, bah moi, évidemment, ma spécialisation sur la chaîne Jack's Team, c'est bien sûr l'alimentation anti-inflammatoire. Mais je pense que l'exercice, le mouvement, c'est aussi une des clés, quoi. Ouais, absolument. Et c'est vrai que dans mon cabinet, donc moi je suis kiné, ostéo, voire même kiné du sport. Donc, Ok. j'ai vraiment beaucoup de patients sportifs dans mon cabinet. Et en fait, dans mon discours, je vais vraiment être capable d'adapter et de varier entre du sport santé et du sport compétition, qui du coup, tu vois, déjà pour moi est complètement différent. On est bien d'accord. Ouais. Et des fois, je vais vraiment donner des conseils à mes patients pour leur santé, pour qu'ils aillent mieux. Et des fois, juste pour qu'ils soient plus performants, en leur expliquant quand même que, attention, ça, pour leur santé, c'est pas l'idéal. Tu vois. Et moi, je peux vraiment être amené des fois à des patients. Je leur dis, OK, là, tu as un match au week-end, je te conseille pas de le faire. Il me dit, OK, je veux le faire. Je lui dis, OK, maintenant que je t'ai dit que c'était mauvais pour ton épaule, je vais te mettre un strap, je vais te dire de prendre des anti-inflammatoires avant d'aller soulever ta barre. Et, et on verra plus tard pour réparer les pots cassés. Donc, en effet, dans le sport, il y a vraiment ces deux côtés-là. Mais si on veut bouger le plus longtemps possible et être capable d'utiliser son corps de la meilleure des manières sur le long terme, en effet, il y a des grandes recommandations, des choses qui vont être plutôt à faire et d'autres qui vont être plutôt à éviter. Tu as, si on part du principe que c'est le mouvement, donc le premier pilier dont on va parler, c'est quoi ta recommandation si j'ai envie à la fois d'avoir un corps que je vais qualifier d'esthétique à mes yeux à moi? Bien sûr, la définition va être différente pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais à la fois, je vais avoir un corps plutôt esthétique et à la fois, je me dis, bah, j'ai envie d'avoir un corps fonctionnel à 80 ans, tu vois. Moi, je donne toujours cette phrase, elle me fait trop kiffer. Moi, je veux qu'on m'appelle pour déménager à 70 ans. Ouais. Tu vois, je veux que mon petit-fils, il se dise, grand-père, il va venir et il va nous aider. Et il va assurer, tu vois. Il ne va pas porter que les oreillers. Exactement. Et je vais pas, moi, avoir peur d'y aller. Parce que ça aussi, tu vois, Ouais. moi, j'ai plus peur de soulever une charge lourde, alors que j'ai des gros problèmes de dos. Et ça me faisait vraiment peur. Et maintenant, j'ai plus jamais peur. Maintenant, tu mets une barre, un sac à 100 kilos, je le fais à froid. Pourquoi? Parce que j'ai appris comment le faire. Et j'ai confiance en ça. Et j'ai la musculature et la technique pour. Et donc, ça va être quoi les habitudes du quotidien pour à la fois avoir le corps esthétique et pouvoir rester fonctionnel le plus longtemps possible? Ouais. Comme tu l'as dit, je pense que l'esthétique est vraiment propre à chacun. Et en fait, je ne vais pas beaucoup en parler. Ok. Parce que pour certains, l'esthétique, ça va être d'avoir des énormes muscles. Ouais. Et plus tu vas en avoir, moins tu vas être dans la santé. Ouais. VS, vers d'autres personnes, ça va être d'être très sec. Et on le sait qu'avoir un body fat à 3% toute l'année, c'est catastrophique. C'est clair. Donc en fait, je pense que même l'esthétique, on va le mettre de côté. Ouais. Et je pense que l'esthétique que tu auras en ayant une pratique sportive santé, va dépendre aussi de ta génétique et de ton alimentation. C'est clair. Tu vois, moi par exemple, quand j'ai commencé le crossfit, mon corps a beaucoup changé et on me disait, ouais, mais tu veux des gros pecs, tu veux des abdos? Je dis non, en fait, moi j'ai le corps que le crossfit me donne. Alors je suis content d'être musclé, mais j'ai pas fait du crossfit pour devenir musclé, j'ai fait du crossfit parce que j'aimais ça. Ouais. Et moi qui venais du rugby, du coup mon corps a un petit peu changé et j'ai maintenant un physique qui ressemble à un physique classique de crossfitter, tu vois. C'est J'ai vraiment fait du water polo et pareil, j'avais un physique de poloiste. Tu C'est vois. ça, c'est vraiment la forme qui suit la fonction en fait. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand tu vois les gabarits de crossfitters de haut niveau, c'est à peu près tous les mêmes. Exactement. Les crossfitteuses, c'est à peu près tous les mêmes. Ouais. Tu vois, c'est vraiment marrant de Ouais. voir comme le corps va se former en fait en fonction. Les strongmen, tu vois, ils ont tous. Tu vois vraiment ce truc-là. Ok, donc toi, tu t'es dit, moi, je fais du crossfit.
Et en fait, je fais du crossfit parce que je kiffe le crossfit, parce que ça m'aide à être en bonne santé, parce que je m'amuse bien et tout. Et mon corps, il va s'adapter physiquement et c'est bien. Encore, j'aurais été déçu de faire du crossfit et d'avoir un physique qui, moi, ne me convenait pas, d'être quelqu'un de très gros et en surpoids. J'étais très content d'avoir des épaules volumineuses, des pecs et des abdos. Mais ça a été plus une conséquence heureuse pour moi qu'un but recherché. Et donc, quand on va partir sur le côté longévité, bah, en fait, spontanément, vous allez avoir un corps que vous ne pourrez pas changer. Parce que vous allez avoir des grandes guidelines sur des volumes d'entraînement et une génétique propre à chacun aussi, qui font que votre corps il va ressembler à ça. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que si mon objectif premier, c'est la longévité, la forme de mon corps, finalement, elle va être un peu influencée, mais je ne vais pas pouvoir la changer à un point très marquant, sauf si je fais un peu des sacrifices sur ma longévité peut-être. C'est ça l'idée? Exactement, c'est tout à fait ça. La masse musculaire, par exemple, est un bon exemple. On sait que pour la longévité, il faut un volume musculaire. Il n'y a pas de recommandation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire vous pesez 80 kg, il faut que vous ayez X% de muscles. Par contre, ce qu'on sait, c'est que de garder un capital musculaire, ça permet qu'on nous appelle pour déménager. Donc ça, mais du coup d'être actif et indépendant le plus longtemps possible et d'éviter ce qui sera l'inverse de la longévité, c'est la sédentarité. Qui augmente et s'accentue avec l'âge. On a ce qu'on appelle un phénomène de sarcopénie. Quand on vieillit, passé un certain âge, on va avoir notre capital musculaire qui spontanément va être amené à diminuer. Donc il faut entretenir ce capital musculaire. Donc ça fait partie des outils de faire du renforcement musculaire. Et les personnes âgées doivent soulever des charges lourdes, quoi qu'il arrive. Par contre, c'est sûr qu'à 80 balais, tu ne soulèves pas 100 kg et tu soulèves encore moins 100 kg si tu n'y as pas été habitué. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est ce que tu appelles charge lourde, il faut bien comprendre. C'est que ce n'est pas lourd dans l'absolu, c'est lourd pour vous. Exactement. Là où tu en es dans ta vie, là où tu en es dans ton passé sportif, etc. Il est probable que moi, il est possible que moi, à 80 ans, je soulève 100 kg. Oui. Mais parce que je me serais entraîné toute ma vie à le faire. Exactement. Versus si je commence à 73, c'est très bien. C'est pas une grande idée de commencer avec 100 kg. Mais tu ne commenceras pas 100 kg. De la même manière que, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, il y a une mamie assez connue sur les réseaux qui fait encore des grands écarts. Incroyable. Et qui fait de la gym. Tu l'as vu ces vidéos-là? Ouais. C'est génial. Et elle, du coup, elle a gardé un capital de souplesse et de mobilité qui est extrêmement important pour les personnes âgées et pour bien vieillir. Parce que je ne pense pas que les gens qui nous écoutent aient tous 80 ans, tu vois, mais ceux qui ont 30, 40, 50 ans et qui se disent, OK, sur les 20, 30 prochaines années, sur quoi est-ce que je dois mettre un peu des pièces pour pérenniser et bien vivre dans mon corps et ne pas me sentir prisonnier de mes articulations ou de mes douleurs, et bien cette dame-là, elle n'a pas commencé la gymnastique à 60 ans. Tu vois, c'est sûrement une personne qui a pratiqué toute sa vie et qui a gardé. Par contre, quand on a quelque chose qu'on garde, c'est beaucoup plus facile que quand on part de zéro et qu'on décide de se mettre en place. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Donc, la première chose que tu as mentionnée, c'est la masse musculaire. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je parlais des protéines et de l'importance de manger de plus en plus de protéines, en fait, parce que, justement, pour lutter contre cette fameuse sarcopénie, où en fait on dit que manger peu de protéines c'est bien pour la longévité, et en fait on en revient à ça. Est-ce que le but c'est de vivre longtemps ou est-ce que c'est de vivre longtemps et bien? Et à un moment donné, ta masse musculaire, ça va être aussi ta capacité à te déplacer, à soulever des charges, à jouer avec tes petits-enfants, à profiter de ta vie, quoi. Et donc moi je suis vraiment un défenseur de l'entraînement, alors l'entraînement adapté à tous bien entendu, en tout cas du mouvement et d'une nutrition adaptée aussi. Donc la masse musculaire, on se rejoint. Et pour rester sur la masse musculaire, donc tu choisis, il y a aussi vraiment un cercle vicieux de désadaptation qui fait que moins tu as de capital musculaire, moins tu es capable d'en faire, plus chaque effort devient une montagne à gravir, moins t'en fais et compagnie. Et moi, il y a une époque où je faisais assez régulièrement des domiciles, donc je voyais les patients à domicile. Donc qui vient pas chez le kiné, c'est des gens qui ne peuvent plus se déplacer. Et en fait, tu le vois, c'est des gens qui faisaient un peu moins chaque jour, prenaient un peu plus l'ascenseur et en fait, se sont retrouvés comme ça à 60, 70 ans à être plus capables de faire un étage sans que ce soit un effort. Et à l'inverse, j'ai une personne que j'ai suivie jusqu'à son décès à 98 ans. Elle habitait au 4e étage sans ascenseur. Wow. Je suis persuadé qu'une des clés de sa longévité, ça a été que tous les jours, elle faisait 4 étages minimum. Parce que des fois, elle le faisait 2 fois dans la journée. Ça, c'est fort. Je l'ai vraiment vu avec ma grand-mère, si tu veux. Ma grand-mère, quand mon grand-père est mort, elle est allée s'acheter un petit chien pour garder justement ce côté interaction. Exactement. Et obligée de sortir. Obligée de sortir. Et elle marchait, elle partait jusqu'au centre-ville, elle allait prendre son petit café, ceci, cela. Elle marchait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Malheureusement, un jour, elle s'est fait agresser et elle a eu peur de sortir. Et en fait, tu as vraiment vu la différence, quoi. Tout son physique, il s'est déroulé. Incroyable.
tu m'as dit cette phrase en off, il faut absolument que je la répète maintenant. Use it or lose it. Et donc l'idée, c'est vraiment, tu l'utilises ou tu le perds. Et j'ai vraiment vu, alors qu'elle avait passé 80 ans, hein, elle était en pleine forme. Et j'ai vraiment vu avec cette histoire-là où elle a commencé à se raidir, machin, etc. Puis elle a repris un peu, elle a fait une chute un jour. Et alors à partir de là, par contre, dégénérescence incroyable. Et la vitesse à laquelle ça va, waouh! C'est là que tu te rends compte que tu dois continuer à bouger toute ta vie en fait. Exactement. Et en fait, plus on va être vieux, plus la vitesse avec laquelle on va perdre, le jour où on arrête, va être importante. Ouais. Moi, la personne que j'ai suivie, qui a ses 98 ans, elle a aussi fait une chute, fracture du col du fémur, et je le savais. Je me dis, le jour où elle tombe et elle se casse quelque chose, c'est fini, elle meurt dans les 6 mois. Ça n'a pas loupé, fracture du col, hospitalisée, 6 mois sans se mettre debout, elle s'est jamais remise debout. Et donc en fait, il faut vraiment se dire que plus on vieillit, plus on marche sur un fil on risque de très vite perdre. Mais par contre, plus on a un capital important, plus on part avec des ressources. Donc même si on perd vite, c'est comme une bouteille. Plus elle est remplie, même si le trou est énorme, plus elle est remplie, plus on va avoir de l'eau pendant longtemps. Évidemment, si le trou est plus petit, c'est mieux. Donc en fait, il faut garder le plus de capacités possible. Sinon, notre corps ne les entretient pas et va finir par ne plus les utiliser. Mais plus on va vieillir, plus ça va s'accélérer. Et donc, tu m'as parlé de la masse musculaire. La masse musculaire, grosso modo, ça va se faire en déplaçant des charges. Hein. Absolument. Il faut en parler à un moment donné. Alors, la charge, la première, bien sûr, ça peut être ton poids du corps. Et puis des charges externes, parce que quand tu vas soulever ton petit-fils, quand tu vas prendre tes courses, quand tu vas mettre une valise en haut dans l'avion, c'est des charges externes. Et donc, il faut apprendre à bouger avec des charges externes. Ça, pour moi, c'est capital. Je pense qu'on est bien d'accord. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, je t'ai entendu parler de mobilité. Qu'est-ce que tu veux dire par mobilité? Parce que moi, j'ai ma propre définition, mais je voudrais avoir la tienne en tant que kiné ostéo. Alors, la mobilité, c'est la définition que j'utilise moi. C'est l'association de 3 éléments qui seraient la souplesse, la force musculaire et le contrôle moteur. Pour faire très simple, donc en fait, c'est pour un peu différencier souplesse de mobilité. Souplesse, c'est le côté passif. À quel point est-ce que mon muscle peut s'allonger ou pas. Donc, je dis n'importe quoi. Si vous voulez le tester chez vous, vous vous asseyez par terre et vous allez toucher vos pieds. À quel point est-ce que mes ischio-jambiers ou l'arrière de mon dos va se laisser détendre. Et la mobilité, c'est plutôt à quel point moi, je suis capable activement et volontairement de déplacer mon corps dans l'espace sans aucune restriction. Et donc là, il y a le côté force et contrôle moteur qui intervient. Et pour le côté longévité, la mobilité est beaucoup plus importante parce que vous avez beau être un chewing-gum, si vous n'êtes pas capable de vous déplacer ou de déplacer votre corps, il y a peu d'intérêt. Donc d'un côté santé, la mobilité est beaucoup plus importante que la souplesse, mais la souplesse est un prérequis à la mobilité. Parfait. Comment est-ce que je vais mettre ça en place? Imaginons que j'ai 35 ans, 50 et 65. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour justement garder ou créer de la mobilité? Déjà, l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on en a le plus besoin. Ce qui est important, ça va être ça. Il y a des gens qui vont être déjà de base très souples / mobiles, selon si on a fait des sports de souplesse, de la gym, de la danse ou des arts martiaux. C'est des sports qui, en général, eux, permettent de garder ça. Mais on va dire que moi, les 2 grandes zones que je vois les 3 grandes au cabinet, et qui sera peut-être le plus utile pour votre longévité, ça va être les épaules, le dos et les hanches. C'est vraiment les principales régions. Évidemment, c'est mieux d'être souple et mobile des doigts et des chevilles, mais c'est vraiment celles-là et qui, au final, sont très centrales. Hein, si tu regardes bien, épaules, tronc et hanches, ça reste quand même le gros bloc. Mais tu as beau avoir des chevilles ultra mobiles, si tout le reste ne bouge pas, tu es quand même limité. C'est clair. Même si les chevilles restent importantes parce que c'est le premier contact au sol, entre guillemets, que tu as, donc ça entraîne beaucoup de choses. Et donc, c'est de se demander à quel point je suis capable de les bouger. L'épaule, moi, il y a un test que j'adore utiliser au cabinet, et vous pourrez le faire si vous le regardez ou écoutez chez vous. Vous mettez face à un miroir et vous levez l'épaule le plus possible. Et moi, ce que je dis à mes patients, c'est que je dois voir votre oreille. Donc, votre bras doit dépasser vers l'arrière votre oreille. Souvent, mes patients, soit je ne vois pas leur oreille, parce que du coup, l'épaule est devant et que l'oreille est masquée, soit je vois l'oreille, mais c'est parce que le bras est vraiment très en avant. Ça, chez les crossfitters, je sais que tu connais bien, on a souvent des raies dans l'épaule. Donc ça, c'est important parce que tout ce que vous ne pourrez pas avoir sur vos épaules, vous ne pourrez plus rien aller chercher en hauteur. Donc, on parlait de soulever les petits-enfants, les choses dans l'avion, les placards, les boîtes de conserve et les casseroles, terminé. Et vous allez devoir compenser en vous penchant en arrière, vous allez compenser avec le bas du dos et vous allez vous créer des douleurs. Donc ça, c'est central. Le dos, c'est le pivot central. Si vous n'êtes pas raide du dos, vous allez forcément compenser dans d'autres régions et vous allez perdre en mobilité. Et du coup, le dos finira par bouger quoi qu'il arrive parce que vous allez passer du temps en voiture, parce que vous allez vouloir soulever quelque chose. Donc le dos, c'est
incontournable. On a 24 vertèbres, elles sont toutes censées bouger les unes par rapport aux autres. C'est ça. S'il y en a 24, c'est qu'on est censé bouger 24 fois. Sinon, on aurait eu un fémur à la place des colonnes vertébrales. C'est ça, si c'était censé rester immobile. On t'aurait mis un poteau. Exactement. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai eu mon diplôme donc, en 2013, c'était dans le milieu de la kiné, le côté attention, ne te penche pas en avant. Incroyable. Et ouais, ça a vraiment beaucoup changé. On était sur un côté extrêmement protecteur du corps. On ne voulait pas le faire bouger de peur des hernies discales, de peur de se faire mal et compagnie. Et là, il y a toute une mouvance ces dernières années. Mon métier a beaucoup évolué. Il y a vraiment un nouveau courant de pensée qui est que nous, au contraire, utilisons correctement ces 24 étages comme 24 leviers pour devenir plus forts et plus résilients. Et par contre, la colonne vertébrale, dans tous les sens. Dans notre mode de vie, on la bouge beaucoup en flexion-extension. Oui. C'est ce qu'on fait le plupart du temps. On se penche en avant pour faire nos lacets, rester assis, un petit peu en arrière. Mais le corps, il est fait aussi pour bouger en rotation, pivoter les épaules et en inclinaison. Et ça, c'est des outils qu'on utilise peu. Donc là, l'idée, c'est que soi-même se tester à quel point j'arrive à me pencher à droite, à quel point j'arrive à me pencher à gauche, à pivoter mes épaules. Tout ça, c'est des tests simples qu'on peut regarder. Est-ce que j'y arrive, mais aussi est-ce que j'ai mal ? Et souvent, on se dit, oh là, mais là, je me sens coincé, je vois que je ne peux pas tourner, que je ne peux pas pivoter. Donc, c'est des trucs très simples. Et comme tu l'as bien dit, use it or lose it. Si ça, vous ne l'entretenez pas, vous allez le perdre. Et ce qui est insidieux, c'est qu'on ne va pas s'en rendre compte. Comme j'expliquais sur les épaules, on va compenser avec le bas du dos. La colonne vertébrale, on va de moins en moins utiliser, on va pivoter. Et on se retrouve avec des personnes âgées qui ne peuvent plus dormir sur le ventre. Oui, on leur dit c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais de dormir sur le ventre quand on est âgé. Ce qui est mauvais de dormir sur le ventre, c'est que ça demande de l'amplitude du dos en extension et une très bonne mobilité cervicale en rotation. Chose que les personnes âgées n'ont plus. Donc elles ne dorment plus sur le ventre, pas parce que c'est mauvais, mais c'est parce qu'elles sont tellement raides que ça devient trop douloureux pour elles. Et au final, elles deviennent complètement sclérosées dans leur lit à devoir dormir avec 4 coussins qui soutiennent les jambes, les genoux et le bassin, parce qu'elles se sont enraidies et qu'elles ne peuvent plus bouger. Passionnant. En fait, j'ai calé parce que pour le moment, je m'endors tout le temps sur le ventre et je me visualise et je dis bah oui, le creux lombaire, il est quand même important si tu t'affaisses un petit peu dans le lit. Et puis la tête, elle est complètement en rotation finalement. Exactement. Moi qui me fais de temps en temps les torticolis, merci les handstand push-up, dès que j'ai un torticolis, je ne peux plus dormir sur le ventre. Ça me fait trop mal au cervical de tourner la tête à fond, tu vois. Et je me rends vite compte à quel point dès que tu perds quelques degrés de liberté, tu as des mouvements que tu dois adapter. Et donc dans ce cas-là, 2 solutions. Solution numéro 1 de la médecine d'il y a 10 ans, on arrête de faire ce qui fait mal parce que c'est mauvais. Ne dormez pas sur le ventre, ne courez pas, c'est mauvais pour nos genoux, ne portez pas des charges lourdes, c'est mauvais pour votre dos. Ou alors on cherche des solutions pour la longévité. Ok, je ne peux plus dormir sur le ventre parce que je suis raide et cervical. Comment je peux retravailler ma mobilité pour pouvoir à nouveau avoir une bonne amplitude de 140 degrés de chaque côté pour pouvoir dormir sur le ventre. Mais c'est clair. Et donc en fait, ce que tu me dis, c'est que pour la mobilité, finalement, le meilleur moyen, c'est de bouger et surtout de faire le mouvement. Parce que dis-moi si je me trompe. J'ai un problème en rotation. J'arrive pas facilement, donc pour ceux qui écoutent, la rotation, c'est vraiment cette idée de bouger les épaules par rapport au bassin. Exactement. Okay, donc le bassin reste en point fixe et je bouge les épaules vers la droite, vers la gauche. Si j'ai du mal d'un côté ou de l'autre. Finalement, le meilleur moyen, est-ce que ce ne serait pas simplement de progressivement faire des rotations sans douleur? Parce que, dis-moi si je me trompe, moi ce que j'étudie et ce que je constate, c'est que quand je renvoie le signal de la douleur à chaque fois sur le même mouvement, mon corps veut de moins en moins le faire. Versus je le fais de plus en plus sans douleur, mon corps veut de plus en plus le faire. Est-ce que c'est ça qui se passe? Alors là-dessus, il n'y a pas de consensus sur la douleur. Mais qu'est-ce que tu constates du coup? Que les deux marchent. Les deux marchent et que très souvent, moi je passe d'abord… Toi tu connais bien ton corps. Et du coup tu es très à l'aise avec la douleur. Pour beaucoup de gens, un peu sédentaires ou pas à l'aise, etc., douleur égale danger. Ce qui de base est la réalité. La douleur, je dis à mon patient, c'est le seul outil qu'a notre corps pour communiquer avec nous. C'est comme ça qu'il va nous dire, là le tendon, il fait la tête, arrête d'abuser. Là le disque intervertébral, il fait la tête, arrête d'abuser, etc., etc. Mais le problème, c'est que quand c'est présent depuis longtemps, le message dangereux de la douleur n'a plus de raison d'être. Et donc des fois, il faut passer outre. Donc moi, plus que est-ce que oui ou non ça fait mal, ce que je vais leur demander, ça va être comment évolue la douleur avec les répétitions. Tu vois, si par exemple, en effet, je ne peux plus tourner à gauche, je vais tourner une dizaine de fois. Si la douleur n'augmente pas, qu'elle diminue assez vite et qu'après la journée, le lendemain, je me sens bien, bombarde. Par contre, à l'inverse, si je fais un exo, que la douleur elle a tendance à augmenter ou qu'elle reste toute la journée ou que le lendemain matin au réveil, je me sens plus sensible, c'est sûrement que là, c'était trop raide et qu'on va refaire le mouvement, comme tu l'as bien dit, mais peut-être en allant chercher soit moins de douleur, soit pas de douleur du tout dans un premier temps.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun moyen de gagner sur une amplitude sans jamais aller l'explorer. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si votre bras, vous prenez votre poignet par exemple, vous ne pouvez plus le mobiliser dans un sens et vous êtes bloqué quand vous faites des pompes, c'est pas en ne l'utilisant pas que vous allez récupérer ces derniers degrés. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment on a eu un courant là-dessus. C'est un truc de fou. Ça n'a aucune logique. Non. Tu sais que le corps, quand tu ne l'utilises pas, il se raidit. Ouais. Je veux dire, on le sait, on le voit depuis toujours en fait. Et on y dit oui, t'as mal au dos, il faut te pencher comme un bloc, machin, tu sais, faire l'espèce de squat, 6-6 squat en restant tout droit là pour aller ramasser un truc. Qui ramasse un truc comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, à qui on a dit ça. À qui on a dit ça. Et tu te dis, mais en fait, c'est tellement contre-productif finalement, au lieu de rééduquer ton corps à le faire comme il faut quoi. Peut-être aller ramasser d'abord un truc à hauteur de tes hanches, puis de tes genoux, puis de tes tibias, et puis quoi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport, du coup, on va faire une petite parenthèse sur les bons et les mauvais mouvements si ça te va. Bien sûr. C'est que quand vous allez faire un mouvement quel qu'il soit, il va y avoir de la contrainte. La contrainte, c'est bien, c'est juste vous bougez, donc il se passe ça. Et en fait, la manière dont vous allez bouger va juste vous permettre de mettre la contrainte où vous en avez envie. Ok. Par exemple, si on prend il y a un objet par terre, je veux me baisser. Ouais. Soit je le fais comme un mouvement de good morning. Donc par exemple, je me penche complètement en dos avant, assez dos droit. Je me penche exactement, en avant. Et je ne me plie pas les genoux. Je mets 100% des contraintes plutôt dans le dos. Ok. À l'inverse, je vais plutôt le faire comme un 6-6 squat. Donc avec les genoux qui avancent énormément et mon dos reste droit. Bien vertical. C'est la même contrainte, mais cette fois, elle est 100% répartie au niveau des genoux. Ouais. Maintenant, je fais un squat homogène. Et bien, je vais avoir une partie répartie au niveau des genoux, une partie répartie au niveau des hanches. Donc en fait, il y a toujours de la contrainte et la manière dont on bouge va juste nous permettre de se dire où est-ce que je mets ma contrainte. Ok. Et ça, c'est valable dans tous les mouvements. Courir, est-ce que c'est mauvais? Non. Par contre, courir 10 km, c'est de la contrainte. Et la manière dont on va courir, j'attaque talon, j'attaque avant-pied, etc., va juste nous permettre de répartir les contraintes des 10 km dans les tissus qu'on a envie. Par rapport à la course à pied, c'est différent, mais par rapport à l'exemple de ramasser par terre, moi, mon point de vue de coach ici, ce serait de dire, en fait, tu dois savoir faire les trois. Absolument. Tu dois savoir te pencher en avant, tu dois savoir faire un 6-6 squat et tu dois savoir faire un good morning correct et tu dois savoir même faire un dos rond parce que comme ça, tu seras safe la fois où tu voudras le faire parce que ça arrivera une fois que tu le fasses parce que pas le choix. Et le squat équilibré pour apprendre à rétablir ton poids de corps sur le milieu de ton pied et pas tout en avant, tout en arrière, etc. etc. Et le squat équilibré est extrêmement intéressant parce que ramasser un stylo, il y a 5 kg, toutes les structures peuvent le récupérer. Par contre, ramasser une charge à 100 kg, c'est quand même plutôt cool d'être capable de mettre 50% dans les genoux et 50% dans le dos. C'est clair. Tu vois. Mais par contre, les études nous montrent qu'elles ont été faites jusqu'à des charges entre 10 et 20 kg. Il n'y a aucune différence au niveau des contraintes dans les vertèbres entre le faire dos droit, comme on nous l'a appris. Ouais, de ce qu'on appelle dos neutre, quoi. Exactement. VS, le faire dos complètement arrondi. J'adore. Alors que moi, je me rappelle de mes profs en école de kiné qui me disaient pour faire mes lacets, attention à ton dos. Incroyable. Donc, globalement, utilisez votre dos, vous aurez beaucoup plus d'avantages à le faire. Mais là, je parle vraiment pour des charges légères à modérées, plutôt que de ne pas le faire pour vous protéger. Parce qu'en fait, c'est une vision très mécanique, style voiture. La voiture, on va l'économiser. On va essayer de ne pas trop rouler avec elle pour ne pas user les pneus, ne pas user le moteur. Notre corps, c'est un tissu vivant. Donc, plus on va le stimuler, plus il va se renforcer. Et ça, d'un point de vue des tissus, il y a plein d'études qui sont faites. Un exemple que j'utilise beaucoup, moi, c'est les astronautes. Les astronautes, ils sont dans l'espace, donc ils sont dans l'étape ultime de l'absence de contraintes. Exact. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas de contraintes qu'il n'y a même plus la pesanteur. Exactement. Ouais. Ils se sont rendus compte que quand ils revenaient sur Terre, ils avaient une déminéralisation osseuse. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que c'est ce qu'on a chez les personnes âgées, une fonte musculaire et des douleurs de dos pendant plusieurs mois après être revenus. Aujourd'hui, Thomas Pesquet, quand il était sur l'ISS pendant plusieurs mois, là, il y a 1 an maintenant, il avait 2 heures de sport minimum par jour, juste pour lutter contre le fait qu'il n'ait pas de pesanteur. Juste pour 2 heures maintenir par jour, l'équilibre. Exactement. Et malgré tout, quand il est retourné sur Terre, il était en moins bonne forme physique qu'avant de partir. Donc c'est un exemple extrême et pour vous montrer que votre corps ne s'abîme pas, il est fait pour s'adapter. La question, et on va retomber sur le but initial parce qu'on a beaucoup parti dans tous les sens, c'est la longévité. Et il s'adapte à tout, mais jusqu'à une certaine limite. Et bien sûr, avec l'âge, il s'adapte moins facilement. Exactement. Il va toujours s'adapter, mais moins facilement, moins rapidement. Tu vois. Autant quand on est jeune, très très vite, nos muscles et nos tendons vont se développer. Avec le temps, ça va être le cas, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Un processus qui pouvait prendre 3 mois quand on a la vingtaine, va peut-être prendre 1 an quand on passe les 50-60 ans.
Et donc l'idée, c'est de se mettre en mouvement. Ça, je pense que c'est le résumé de ce que tu viens de me dire. De toute façon, ce sera toujours la bonne solution. Voilà, donc le meilleur mouvement, comme on dit la bonne vieille phrase, le meilleur moment pour commencer c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui, quoi, ouais. C'est ça. Et donc que j'ai, comme je prenais dans mon exemple, 35 ans, 50 ou 65, c'est de me mettre en mouvement. Absolument. Ma politique par rapport à ça, c'est tu te mets en mouvement d'abord par quelque chose qui ne te fait pas peur et par quelque chose qui ne te semble pas être une contrainte de vie incroyable. Oui. Et là, la plupart des gens, je trouve, font une montagne de faire du sport. C'est pour ça que d'ailleurs, j'arrête maintenant de dire faire du sport. Je dis de l'activité physique ou du mouvement. Parce que si tu ne marches jamais et que tu commences à marcher 20 minutes par jour, si tu ne t'étires jamais et que tu commences à t'étirer 3 minutes par jour, tout ça, en fait, c'est infiniment plus que rien, tu vois. Est-ce qu'il y a, ceci dit, des pratiques particulières où tu dis, ouais, ça quand même, courir, crossfit, étirement, massage, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 trucs où tu dis ça, c'est ce qui paye le plus de dividendes. Ça, c'est le meilleur retour sur investissement en termes de mouvement. C'est une très bonne question. En fait, je pense que la réponse à ta question, elle est surtout sur à quel point vous serez capable de le tenir sur le long terme. Tu vois. Et en réalité… Comme avec la bouffe. Comme avec la bouffe. Comme avec la bouffe. Ceux qui ne savent pas, on a enregistré un podcast nutrition juste avant pour ma chaîne et c'était un peu la conclusion. Mais comme quoi, tu vois, nos spécialités se rejoignent énormément. Bien sûr. C'est que entre faire un peu d'étirement, on va dire à durée égale, tu vois, juste 20 minutes, entre 20 minutes de renfort, 20 minutes de cardio, 20 minutes de mobilité, en fait, le plus important, ça va être à quel point vous serez capable de le tenir de vos 20 ans à vos 80 ans. Mais je pense que si je devais en choisir un, si vraiment je devais choisir, je pense que je dirais le renforcement musculaire. Quand même. En amplitude. Exactement. Parce qu'en fait, avec le renforcement musculaire, tu peux un peu tout faire. Si tu fais du renforcement musculaire, tu peux aussi faire un peu de souplesse et mobilité. Ton soulevé de terre, tu peux le faire en normal et en jambes tendues. Et du coup, tu auras étiré tes ischios et ta chaîne postérieure. Au lieu de faire ton développé militaire, tu vas faire du Z-press. Ceux qui ne savent pas, c'est comme un développé mais avec les jambes tendues quand vous êtes au sol. Excellent exercice de mobilité. Au lieu de faire ton renforcement de biceps, tu vas faire un peu de traction. Du coup, tu vas travailler ton mouvement de mobilité en overhead. Et donc, en fait, avec le renforcement musculaire, en réalité, c'est un peu facile de tout mettre. Tu peux faire de la charge légère et de la charge lourde. Du coup, tu vas quand même aussi, charge lourde, on l'a tous vu à quel point ça peut faire monter le cardio. Donc même si ce n'est pas du cardio en soi, ça permet aussi quand même de stimuler un petit peu même ça. Charge légère, hein, je veux dire. Charge légère, quand tu fais du 20 reps en tempo. J'allais dire, fais ça et pendant 20 minutes, tu t'arrêtes pas de bouger et tu passes des jambes au haut du corps aux jambes au haut du corps pendant 20 minutes. Exactement. Tu auras quand même bien envoyé sur le cardio. Exactement. Donc je pense que si avec le côté renforcement musculaire, tu peux tout avoir, alors que juste faire des étirements au sol, tu peux pas tout avoir. Tu peux avoir un peu en poids du corps, etc. Mais tu vois, ce sera moins complet quand même, quoi qu'il arrive. Donc, je pense que là, on joue quand même sur des degrés de précision qui sont vraiment pas si importantes que ça. Mais j'aimais bien ton exemple. J'aimais bien ton exemple. Tu dis, j'ai 20 minutes par jour. Tu vois, parce que si quelqu'un t'écoute et dit, moi, j'ai pas de temps, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie. Je trouve que 20 minutes par jour, si tu peux pas te dégager 20 minutes par jour, en fait, c'est que tu es de mauvaise volonté. Je le pense sincèrement. Et c'est pas méchant ce que je dis. C'est juste que factuellement, 20 minutes par jour, tu peux les trouver. Tu peux. Il y a bien un moment donné où tu ne fais rien, ou tu fais quelque chose de pas productif. C'est ça. C'est qu'en fait, comme tu l'as très justement dit, les gens font des fois une montagne. Et alors après, on va parler des recommandations officielles. Les recommandations officielles de sport et de mouvement, elles font flipper à quel point elles sont importantes et loin de ce que font la plupart des gens. On fera encore un parallèle avec la pyramide alimentaire, du coup, tu vois, ce sera rigolo. Mais du coup, on va en parler après. Mais du coup, une personne qui fait absolument rien, elle se dit, il faut absolument que je fasse 1 heure par jour, 3 fois par semaine. Donc évidemment, c'est monstrueux pour elle. Bien sûr. Et par exemple, j'ai sorti un livre où j'avais créé un programme de sport pour les gens. Et en fait, je l'ai fait commencer sur 8 semaines par 3 fois un quart d'heure. Et il finissait par 5 fois une demi-heure. Trop bien. Et en fait, pourquoi ? Parce que déjà, 3 fois un quart d'heure, déjà, c'est beaucoup parce qu'il faut recréer une nouvelle routine. Et si tu veux tout de suite commencer par 5 fois une demi-heure, ça fait trop de chamboulement pour les gens. Plus la fatigue que ça peut engendrer parce qu'on n'est pas habitué, voire les courbatures, etc. Donc en fait, déjà, trouvez-vous 1, 2, 3 mouvements dans la semaine avec un tout petit peu de temps. Et vous verrez que des fois, vous allez faire un quart d'heure. Et puis après, vous vous dites, en vrai, j'aurais pu faire 20. Et puis vous allez prendre goût. Donc la fois d'après, vous ferez 25. Toi et moi, on l'a déjà connu. Cette séance qu'on ne veut pas faire. On se dit, vas-y, tant pis, je fais 20 minutes, mais je le fais quand même. Et au final, une fois que tu es dedans, tu fais 1 heure. Tu l'as déjà vécu, ça ? Bien sûr. Voilà. Et pourquoi ? Si on s'était dit, on fait 1 heure, on n'y serait pas allé. Mais en se disant, en se laissant la possibilité de faire un peu moins, on a enlevé cette friction qui nous a permis de passer le cap.
et derrière, on a quand même fait 1 heure. Ouais, je te rejoins à 100%. Et c'est pour ça que ton exemple de renforcement musculaire, je le trouve très cool parce qu'en plus, tu peux commencer chez toi. Pas de matériel, pas d'investissement financier, pas de perte de temps aussi parce que oui, mais je dois mettre mes baskets, je dois aller jusqu'à la salle. Non. Et même pas d'échauffement. Même pas d'échauffement. Mais exactement. Tu commences à t'échauffer en mouvement en fait. Tu commences à faire tes squats tranquille. Tu vas à petite amplitude au début, petite résistance, puis tu accélères un peu, tu vas plus bas, machin, etc., etc. Je te rejoins vraiment à 100%. Je fais un petit parallèle parce que tu parles de mobilité. Donc, je vais essayer de me rappeler de ce que tu as dit. Souplesse, force et contrôle moteur. Exactement. Et du coup, je me mets en mouvement. Et ce que tu me disais, c'était overhead, le dos et les hanches. Quand tu parles des hanches, du coup, parce que je fais un peu le lien avec ce qu'on vient de dire, c'est quoi les mouvements que les gens peuvent faire qui sont, je vais dire, simples, accessibles et qui vont de nouveau avoir un gros retour sur investissement? Pour moi, le bas du squat. Le bas du squat. Le bas du squat, pour moi, c'est si on devait garder qu'un seul mouvement, ce serait rester en bas du squat. Je trouve ça fascinant. Franchement, les populations asiatiques. J'ai pas loupé ton. Lara. Ils le font tranquille. Elle se met dans un squat magnifique. Bien sûr. C'est incroyable. Mon fils, il a 4 ans, il joue en bas de squat. Pendant 10 minutes. Hein. Et tu mets un adulte en bas de squat, après 30 secondes, tu te dis je peux remonter s'il te plaît. Mais pour toute personne qui a déjà voyagé en Asie, c'est ouf. C'est fou comment eux, ils y sont à l'aise. Mais ils y passent. Alors, est-ce qu'il y a une question de génétique? Sûrement. Mais combien d'heures ils y ont passé à leurs 30 ans vs nous? Combien d'heures on y a passé à nos 30 ans? Tu vois, là, on est en train de discuter, on a des fauteuils. On aurait très bien pu les enlever et discuter par terre. C'est clair. Combien aujourd'hui de personnes qui nous écoutent sont agréables, quelle que soit la position, à rester par terre? On ne l'est plus du tout. T'es pas bien quand tu fais un pique-nique par terre, tu le vois, t'es pas bien, t'es mal au dos, tu t'allonges, tu te mets sur une épaule, t'as mal, tu te penches en avant, t'as mal aux hanches, t'as mal au dos. On n'est plus fait. Pourquoi? Parce que être par terre, c'est de la fin d'amplitude. Et les fins d'amplitude, elles sont inconfortables. Donc on ne les explore plus. Et ce use it or lose it, on retombe dedans. C'est qu'en fait, le confort de notre vie moderne a réduit énormément à quel point on utilise notre corps parce que c'est plus facile et que c'est plus confortable. Mais du coup, on l'utilise encore moins. On prend plus les escaliers, tu vois, etc. Là-dessus, on pourrait aller très loin. Là, on parle de mobilité, mais il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup moins notre corps que nos parents ou nos grands-parents. Et sur la mobilité, c'est le cas. Et donc, pour moi, le bas du squat est parfait parce qu'il mobilise le bas du dos en flexion, les hanches en flexion, les genoux en flexion max et les chevilles en flexion max. Donc c'est génial. Pour moi, c'est le mouvement que tout le monde devrait travailler. Si vous avez un peu du mal à vous mettre au début, je pense qu'il est raisonnable de dire que soit vous pouvez un petit peu surélever vos fesses avec un coussin ou quelque chose. Et surtout, moi, je prône vraiment le fait de surélever les talons pour démarrer. Absolument. Donc tu mets les talons sur 2 bouquins, tu vois, tranquille, hop, et ça va vraiment te permettre d'être beaucoup plus plein de régressions, comme tu le disais. En fait, l'idée, c'est de trouver… C'est toujours pareil. Je préfère largement moi quelqu'un qui passe 5 à 10 minutes par jour en ayant écouté ça et qui est motivé dans une position qui n'est pas le bas du squat, mais qui sera quand même pour lui une fin d'amplitude. VS, je vais en bas du squat, j'ai la larme à l'œil, je me tiens, je tremble, je tétanise, j'y reste 15 secondes et je le refais dans une semaine parce que c'était tellement douloureux que j'ai plus envie de le refaire. Ça veut dire que tu parlais de la dose, tu sais, tenable, etc. Sur le long terme. Est-ce que j'ai plus intérêt pour ma longévité? Oui. Est-ce que j'ai plus intérêt à avoir un job sédentaire et à faire 4 fois 1 heure de sport ou est-ce que j'ai plus intérêt à avoir un job actif et de ne pas faire de sport? C'est intéressant. Et c'est intéressant parce que souvent, tu me poses pour moi, les deux sont mauvais ou les deux sont bons. Et en fait, justement, tu viens de mettre le doigt sur un sujet extrêmement pertinent, c'est que les gens confondent être sportif et être sédentaire et être actif. Vas-y, je fais une parenthèse. Attends, je fais une parenthèse et puis après, tu y vas. Tu sais, souvent, on doit répondre à des questionnaires pour calculer tes macros. Et tu dois dire si tu es sédentaire ou actif. Avant, je coachais 30 heures par semaine. Je mettais actif. Maintenant, je mets sédentaire. Parce que la vérité, c'est que je coach quelques heures par semaine. Mais là, tu ne vas pas me dire que je suis actif. Non, là, quand je fais le feedback d'une de mes vidéos, quand je réponds à des mails, quand je suis inactif. Alors attention, je suis sportif, certes. Exactement. Tu sais comment on appelle un sportif sédentaire? C'est un vrai nom dans la littérature scientifique. Ah non, je ne savais pas, non. Un active couch potatoes. Et c'est vraiment le nom officiel. Il y a des articles scientifiques, c'est le nom qu'on leur donne. Et tu tapes sur PubMed, qui est le moteur de recherche. Active couch potatoes, exactement. Et en fait, c'est des gens qui sont sportifs, qui peuvent faire 6-7 heures de sport par semaine. Tu vois, nous, le CrossFit, c'est fréquent de s'entraîner quasiment tous les jours ou 5 fois par semaine. Mais si derrière, tu passes 8 heures assis, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je te dis ça fait flipper parce qu'en fait déjà les gens ils font pas de sport et en plus quand tu leur dis que juste faire du sport c'est pas suffisant parce qu'en fait il faut vraiment, et là les gens qui nous écoutent, attention, on parle de vraiment ce qui est optimal et chacun derrière fera du mieux qu'il peut en fonction de ses contraintes. C'est clair. Mais ce qui est optimal c'est de faire du sport plus de bouger régulièrement dans la journée.
Et donc, comme toi, qui aujourd'hui passe peut-être plus de temps assis à faire des progs, à faire du contenu sur les réseaux et compagnie, eh ben, tu peux avoir des journées où tu n'en fais pas. Et moi, des fois, comme toi, le jeudi, je suis plus au cabinet. J'ai la chance, dans mon métier de kiné, je suis très actif. Je monte les exos aux patients, je suis debout, je fais les massages, les étirements, j'arrête pas. Et le jeudi où je travaille plus au cabinet et que je suis chez moi à faire du contenu, des fois, je regarde ma montre à la fin de la journée, je suis à 2000 pas. Et là, tu dis, j'ai rien foutu. Franchement, 2000 pas, je me dis, c'est chaud. Et je me suis entraîné. Mais je me suis entraîné, du coup, la montre, elle ne le prend pas sur les pas. Et du coup, j'ai eu une journée sédentaire. Et donc, au final, tu vois, donc en fait, pour votre santé, vous avez deux leviers. Le côté, je vais me prendre 20, 30, 60 minutes pour faire une activité sportive. VS, je vais bouger dans la journée. Et même mes patients à interrogatoire, c'est toujours pareil. Est-ce que vous faites du sport? Non, mais oui. Déjà, voilà. Non, mais je vais au transport en vélo, au travail en vélo. Non, mais j'arrête pas. Non, mais je suis actif, etc., etc. C'est très bien. Bravo, continuez d'être actif. Vous avez déjà 50% du travail qui est fait. Maintenant, on va faire du sport. Et en fait, les deux ont des avantages pour la santé. On se rend compte que les gens, par exemple, qui font que du sport, vs ceux qui font sport plus actif, développent plus de maladies cardiovasculaires que ceux qui ont les deux. Mais évidemment, ceux-là, ils font moins de maladies cardiovasculaires que ceux qui ne font ni sport ni activité. De nouveau, en fait, on est sur cette histoire de spectre. Exactement. De nouveau, donc ce continuum, comme je dis toujours. Quoi. Donc, si vous n'êtes pas du tout sportif et que vous êtes sédentaire, vous mettre juste en mouvement 20 minutes par jour, c'est déjà top. Et du coup, tu me fais penser à un truc. C'est ces petites recommandations peut-être qu'on pourrait avoir. Donc, est-ce que toi, tu vois un intérêt, par exemple, au fait de travailler debout? Oui. Totalement. Donc moi j'ai un bureau assis debout par exemple, tu penses que ça a du sens? Alors ça a totalement du sens pour deux raisons. Et je vais même plus loin, il y a même aujourd'hui de plus en plus des bureaux où tu peux marcher en même temps. Est-ce que tu as déjà essayé? Alors moi je ne l'ai pas essayé, mais j'en ai déjà parlé avec Pour moi c'était contre-productif. Et j'en ai déjà parlé avec des patients qui, eux, les ont et me disent qu'en réalité, ils ne sont pas si contre-productifs que ça. Ah oui, moi, c'est ma crainte. Ouais. C'est la crainte que j'ai aussi. C'est de ne pas arriver à me mettre dans mon boulot. Mais en fait, il me dit vitesse très basse, c'est plus bas que c'est du 2 km/h. Ah oui, ok. C'est vraiment très bas. C'est vrai que moi, direct, je me vois marcher à 4-5, tu vois, en mode… On va marcher comme quand on fait nos courses, tu vois. C'est vraiment une marche très basse. Bref, là encore, tout le monde ne peut pas l'installer. Mais du coup, ces bureaux assis debout sont très bien. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir répartir une fois encore les contraintes dans différents tissus. Est-ce que être assis, c'est mauvais? Non. Et là, on va casser un mythe sur la bonne posture. Super. Vous pouvez être complètement assis, avachi au travail. Ce n'est pas mauvais. Ce qui va être mauvais, c'est d'y rester pendant 8 heures d'affilée. Et du coup, de pouvoir alterner assis debout, c'est génial. Moi, j'adore donner un exemple. Premier confinement. Donc, je l'ai dit, dans mon métier, je n'arrête pas de bouger. Le cabinet fermé, je décide de finir mon mémoire en ostéopathie. Je passe 8 heures par jour assis, attrafé sur mon ordinateur. En une semaine, j'ai eu mal au dos. Tu m'étonnes. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Chose très simple, et je donne souvent aux patients. 1 heure, je travaillais assis et ensuite, je me mettais debout. Je prenais ma chaise, je la mettais sur mon bureau et je mettais mon ordi sur ma chaise. Et je faisais 1 heure debout, 1 heure assis. En une semaine, j'avais plus mal au dos. C'est pour ça que j'ai un assis debout d'ailleurs. Ouais, mais voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, mon dos, qui est pourtant sportif, tu vois, je peux soulever 150 kg en squat et en deadlift sans problème, n'était pas habitué à être 8 heures dans la même position. Ceux qui nous écoutent, et là, tu te fais faire un test, vous allez prendre votre doigt et vous tordez votre doigt à fond dans un sens. Je me relâche quoi? Je fais juste ça? Juste tu fais ça. Attends. Là ça fait quoi? Ça tire un peu mais ça va. Oui. Reste comme ça pendant 8 heures. Ah oui, je vais avoir mal. Et bien c'est exactement la même chose. Gardez une position, tu peux lâcher. Garder une position en fait pendant très longtemps, c'est pas l'idéal. Donc et en fait là depuis qu'on discute tous les deux, on n'arrête pas de bouger. On n'arrête pas de bouger et c'est génial. Je croise les jambes, je vais creuser un peu le dos. On va pas le faire mais je peux me mettre debout, tu vois. Et c'est ça en fait qui est bon aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'avoir plutôt des postes de travail qui vous permettent de changer vos positions régulièrement. Donc, le assis debout est excellent. Mais quand vous avez un call, allez marcher un petit peu. Ouais, ça c'est trop bien. C'est des trucs tout bêtes. Alors, en plus d'augmenter votre NIT et la dépense énergétique, mais ça, c'est un autre sujet qui est quand même très bonne, ça vous permet quand même de mettre du mouvement dans votre journée. Et du coup, tu penses quoi d'avoir un Swiss ball au lieu d'une chaise? C'est une légende ou c'est Non, cool? c'est très bon. Pourquoi? Parce que le fait d'être sur le Swiss ball, vous n'allez pas arrêter de bouger en permanence. Donc c'est excellent. L'inconvénient que j'y vois par contre, c'est que vous n'êtes jamais au repos complet. Et ça peut être bien aussi de temps en temps d'être relâché et d'être détendu. Et c'est un peu ce qu'on a tous vécu quand on a écouté nos parents qui nous ont dit « tiens-toi droit », tu te tiens droit. Alors ouais, c'est bien, mais au bout de 3 minutes, tu commences à sentir tes paravertébraux qui te font mal. Et c'est comme si je vous demandais à tous de rester en quart de squat. Il y a un moment donné, tu as les cuisses qui brûlent, tu vois. Et le Swiss ball, c'est un peu le côté négatif que j'y vois, c'est que tu n'es jamais complètement relâché. Tu es toujours un peu en suspens. Et ça fait du bien de temps en temps d'être juste au fond de sa chaise et bien installé. Donc, moi, la Swiss ball, je valide, mais avec quand même une chaise fixe de temps en temps pour pouvoir juste se relâcher. Se poser, être à fond dans son truc. Use it or lose it, tu parles du squat et on voit nos enfants
qui savent le faire, tous les enfants savent le faire. Ouais. Et en fait, les adultes disent « moi, je ne sais pas le faire ». Et en fait, ils devraient dire « je ne sais plus le faire ». Tout à fait. Je pense que c'est vraiment intéressant de faire la distinction. Ouais. En fait, tu as juste arrêté de le faire et donc tu l'as perdu. Ouais. Et donc, tous les mouvements sont intéressants. Tu m'as parlé, je vais revenir, hein, flexion, donc c'est se pencher en avant. Extension, c'est se redresser et aller éventuellement vers l'arrière. Ouais. Rotation Oui. et inclinaison. Oui. En plus de ça, tu nous parles du squat. Oui. Dernière chose, mettre les épaules overhead. Oui. Si je couvre tout ça, j'ai l'impression que j'ai déjà un beau panel de trucs. T'as tout. Ouais. T'as tout. Mais de toute façon, il n'y a aucune mobilité meilleure ou moins bonne qu'une autre. Par contre, notre mode de vie nous demande beaucoup plus de flexion que du reste. Bien Donc sûr. si on devait en favoriser une, ce sera la flexion. C'est grâce à elle que vous pourrez lasser vos lacets, mettre vos chaussures, attraper vos petits-enfants et vos courses. Ouais. Parce que les autres, on peut quand même compenser. Et derrière, toujours la même chose, il faut voir aussi le temps investi vers les résultats qu'on en tire. Ouais. Vu que tout le monde n'a pas une heure à travailler toute sa mobilité, quelqu'un qui n'a peu de temps et qui veut aller au plus efficace pour lui, je lui dirais la flexion et dans un deuxième temps, l'extension qui est du coup son antagoniste, mais qui reste dans le plan sagittal, le plan vraiment avant-arrière. Oui. Parce que avec notre mode de vie où on est beaucoup assis, on est quand même beaucoup en flexion et j'ai quand même très souvent des patients très raides en extension et comme on l'a dit, qui ne peuvent plus se mettre sur le ventre et alors quand tu leur fais faire le sphinx ou le cobra, tu vois que vraiment le dos ne bouge pas et tout de suite il y a les hanches qui bougent et qu'ils se retrouvent quasiment à genoux, tu vois, en poussant sur leurs bras tellement c'est raide. Donc pour moi, le premier mouvement, c'est vraiment flexion-extension, l'axe qu'on utilise le plus. Et si vous avez le temps / l'envie pour le comté de longévité, allez évidemment travailler les rotations et les inclinaisons. Parce qu'en fait, le corps a vraiment besoin de tout. Par exemple, si je prends le genou, pour tout le monde, un genou, ça ne fait que deux choses, ça fait de la flexion et de l'extension. Ouais. Mais en fait, non, le genou, il fait aussi des petites rotations et des petites translations. Et j'ai des fois, moi, chez des patients au cabinet, des pertes de ces petits mouvements. Les patients me disent, Aymeric, j'ai beau tirer dessus en flexion, ça ne vient pas. Mais parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas un manque de flexion, c'est qu'ils n'ont pas ces petits mouvements. Donc, ça pince. Et si on ne récupère pas ces autres degrés, évidemment, on ne va pas les pouvoir tout donc avoir. Là, c'est de nouveau l'intérêt pour le corps, justement, de bouger le plus librement possible, dans le plus de mouvements et d'amplitude possible. Ça me rappelle un peu toute cette mouvance autour, tu sais, des animal flow. Ah, bah, je voulais en parler tout à l'heure quand on parlait d'être par terre. Ah, bah c'est voilà. la même chose. Ouais, tu vois, le bear walk, le cat walk, le ape walk, le machin, tout ça. C'est plein de façons de se déplacer au sol, tirer, on va dire, des mouvements des animaux. Ouais. Ce que je trouve fascinant avec ça, tu as déjà fait un peu de la marche des animaux, genre pendant 5-10 minutes d'affilée? Non, jamais longtemps. Un peu de beer crawl au warm-up au crossfit, mais. Alors nous, ces temps-ci, on s'est un peu challengé là-dessus. L'autre fois, on a 8 minutes d'affilée, on était défractés. Par contre, tu sens vraiment que tu mets ton corps dans des positions, des renforts, des trucs où il n'a pas l'habitude. Et c'est tellement accessible. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est ludique. On va dire qu'ils ont réussi aussi à créer un côté ludique. Tu vois, parce que d'ailleurs, on parle beaucoup de longévité et c'est toujours pareil, il y a des grandes recommandations, mais l'idée c'est plutôt comment faire en sorte que les gens les tiennent. Tu vois, on retombe sur la nutrition. On sait ce qu'il faut faire, mais comment faire en sorte que les gens ils arrêtent de manger McDo, parce que manger McDo c'est quand même cool. Pour certains en tout cas. Ou les burgers, on dira. Et donc pareil, tu vois, la mobilité, c'est comment rendre ça. Et c'est vrai que l'animal flow, voilà, tu fais l'ours, tu fais le crabe, etc. Ça rend ça ludique, c'est au sol, tu peux le faire avec tes enfants, tu vois, ça peut être un très bon outil pour travailler sa mobilité. Je fais une petite parenthèse parce qu'on parlait de se mettre au sol en regardant Netflix, tu vois, et il y a quand même ce truc de lier un nouveau comportement à une habitude que tu fais déjà. Et ça, c'est quand même totalement fascinant, quoi. Donc, c'est l'histoire de je dois m'étirer les ischios, on dit chez nous, je sais pas pourquoi on dit comme ça. Je me brosse les dents et je m'étire les ischios, quoi, tu vois. Et bien là, l'idée, c'est tu te dis, je dois me mettre au sol, enfin, j'ai envie de me mettre au sol, j'ai envie de faire du squat, j'ai envie de faire des étirements, peu importe. Tu as l'habitude le soir de regarder Netflix 45 minutes, j'ai envie de te dire, c'est le meilleur moment pour le faire, quoi. Tu changes rien à tes habitudes, tu kiffes quand même ta série. Voilà, vas-y, rentabilise, quoi. L'agréable. Ouais, exactement. Tu parlais des recommandations santé officielles. Alors, j'imagine que je vais te lancer sur un gros morceau, mais moi, je ne connais pas du tout. En France, comment ça fonctionne? Donc, dis-moi. Alors, ça, c'est pas en France, c'est l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Donc, du coup, les Belges ont droit. Super. ont le droit aussi. C'est minimum 150 à 300 minutes de sport par semaine. Donc, entre 2h30 et 5h. Ouais, à intensité modérée. Et sinon, 75, donc la moitié, à 150 à haute intensité. Waouh. Et ça, c'est ça pour la population générale. Mais t'imagines si je fais jamais rien, que tu me dis ça, j'ai l'impression que je suis nul. T'as même pas envie d'essayer. 300 heures, t'as même pas envie. Et ce qui est super intéressant et que j'adore utiliser, c'est que, alors je les connais pas, je connais que celles pour la population générale. Il y en a pour les enfants aussi.
où ils disent de beaucoup bouger, limiter les écrans. Il y en a pour les personnes âgées, et je ne me rappelle plus, mais ce que j'adore, c'est qu'ils disent de porter de la charge. Génial. Et il y en a pour les femmes enceintes, et où ils disent qu'il faut quand même continuer de bouger. Et je crois que c'est, alors femmes enceintes, c'est 180 minutes par semaine. De mouvement. Ouais, on peut faire plus, mais la moyenne recommandée, c'est ça. Ouais, donc tu vois, personnes âgées porter des charges, femmes enceintes, le sport, il y en a qui disent qu'il ne faut pas, etc. Cool, ouais, et les recommandations, je les trouve vraiment cool, et je suis content qu'elles soient quand même élevées, même si c'est dur à tenir, parce que ça montre à quel point c'est important, quoi. C'est ça, avec le fait, on revient là-dessus, qu'on a une préférence pour quelqu'un qui bougerait un peu au quotidien et qui ferait à la limite moins sport que quelqu'un qui est sédentaire total et qui fait plein de sport. Bah, tout est une question de dosage, tu vois, c'est à quel point tu es très sédentaire, tu vois, VS à quel point tu fais du sport, enfin, tu vois, c'est très compliqué, je ne saurais pas te dire lequel est le mieux, lequel est le mieux. Mais par exemple, je sais qu'à titre personnel, les jours où je ne vais pas faire de sport, j'essaie de faire 10 000 pas. Ouais, c'est ça. Tu vois. Au moins ça, entre guillemets. Je veux que dans la journée, moi, avoir au moins une des deux cases cochées. Ouais, c'est intéressant ça. Ok. Pour la longévité, est-ce qu'il y a un truc que tu veux ajouter? Parce qu'après, j'ai envie de basculer sur un autre sujet. Est-ce que toi, il y a quelque chose, tu te dis, ok, ça les gars, c'est aussi un geste pour votre longévité, votre qualité de vie en fin de vie. La qualité de vie en fin de vie, moi, c'est vraiment un sujet qui me… Waouh. Pour moi, moi, ce que j'aime bien dire, c'est pour mourir en bonne santé, stimulez votre corps de la manière la plus variée que vous allez être possible. De temps en temps, des trucs qui vont vous demander votre souplesse, votre mobilité. De temps en temps, des trucs qui vont vous demander de la force. De temps en temps, des trucs qui vont demander du cardio court. De temps en temps, des trucs qui vont demander du cardio long. Plus vous allez être capable de stimuler tous les systèmes, plus vous allez les garder longtemps, plus vous serez polyvalent. Et c'est pour ça que, même si évidemment je prêche pour ma paroisse, je trouve que le CrossFit est un excellent sport. Parce qu'il a pour but d'essayer de développer le plus de qualité physique possible. Est-ce qu'il est aussi complet qu'il le veut? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est extrêmement complet et bon? Je suis 100% persuadé. Le triathlon, pour moi, reste un excellent aussi sport parce que c'est un sport où, alors on ne parle pas des gens qui font des gros volumes, mais c'est un sport où tu as quand même pas mal de systèmes différents. Tu as le côté porté qui fait que tu peux faire quand même pas mal de volume sans trop mettre de contraintes. Et tu as un peu de tout. Donc tu vois, une fois encore, ne faire que de la natation, je pense que ce n'est pas l'idéal. L'idée, c'est vraiment d'être touche à tout. Et c'est pour ça que les crossfitters, c'est bien aussi qu'ils sortent de leur banque de crossfit et qu'ils aillent faire d'autres choses. Mais en fait, tous les sports sont bons, mais l'idée, c'est de varier le plus possible. Tu as je vais faire un petit truc que j'ai envie de faire parce que je pense qu'il y a une partie de ta communauté qui est toujours là après cette longue vidéo. C'est du coup te poser des questions un peu plus sur toi, ton fonctionnement. T'es kiné ostéo, qu'est-ce que tu fous sur YouTube et Instagram? C'est très marrant. En fait, je suis kiné ostéo, mais j'ai surtout toujours aimé donner de la connaissance aux gens. Je prends toujours beaucoup de temps. Enseigner, merci, ça. J'ai toujours pris beaucoup de temps avec les patients. J'ai toujours été formateur. Tu vois, dès que j'ai été kiné, je me suis beaucoup formé. J'ai été formateur derrière pour des kinés. J'ai été formateur pour des stabs. J'ai toujours aimé, tu vois, et donner de la connaissance, mais aussi échanger avec les gens. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui te voir, tu vois, trop cool, en Belgique. C'est pour pouvoir échanger complètement. Je suis un passionné. Et en fait, YouTube n'a été qu'une manière différente pour moi de continuer ce que j'aime, donner des informations, échanger avec les gens et sous différents formats, format court sur Instagram, format long sur YouTube, format très long sur les podcasts. Et je suis kinostéo, donc j'ai quand même ma spécialité, mais en vrai, tout me passionne, tu vois. Et avec toi, on a parlé de nutrition, je trouve ça génial. Et en fait, le corps humain, je le trouve fascinant. Et YouTube m'a donné la possibilité de rencontrer, et c'est pour ça que moi, j'essaie de faire grandir ma communauté. C'est pas parce que je veux gagner 10 millions d'euros avec YouTube, c'est parce que plus je suis connu et plus je peux rencontrer des gens passionnants avec lesquels je peux échanger. Et je suis persuadé que quand tu as des millions de followers, comme on l'a parlé de Thibaut InShape par exemple, ou Nassim Thibaut, Sahil, je pense qu'il peut rencontrer qui veut. Oui, mais c'est surtout que toi, tu peux pas rencontrer tout le monde. Tous ceux qui veulent te rencontrer. Donc tu vas évidemment privilégier ceux qui ont un minimum de communauté. Parce que Martine, 42 ans, qui a juste un compte Instagram avec sa vie et son chat, tu en as des millions qui te sollicitent. Donc tu es obligé de trier. Et donc moi, mon but, c'est aussi de faire grandir ma communauté pour avoir une voix qui porte, mais aussi rencontrer d'autres personnes qui ont des messages intéressants à faire passer. C'est une belle vocation. Donc pour toi, c'est pas tellement finalement une opération financière, même si, comme on le disait en off, on en a parlé tous les deux. On roule en Lamborghini. Voilà, ça coûte des sous de faire des vidéos. C'est ce que les gens, je pense, mesurent pas toujours. Totalement. C'est que le montage, le temps de passer, etc. etc. Toi, tu as aussi un body painter, c'est trop cool. D'ailleurs, allez voir sur la chaîne d'Emeric, vous allez voir, c'est vraiment très très cool. Et donc, ce n'est pas tellement une opération financière, en tout cas pas dans un premier temps, c'est plus une opération de notoriété dans le but d'avoir un réseau de gens intéressants
avec qui échanger, etc. Et exactement. Et le deuxième point, je suis persuadé, même si je fais des erreurs et je reprends de temps en temps mes propos, que mon message reste le bon. Et mon but, c'est de le véhiculer. Tu vois, j'ai pu aujourd'hui régulièrement passer au magazine de la santé sur France 5 pour parler de plein de sujets différents. Mais je suis content de pouvoir, tu vois, passer à la télé, passer sur M6, etc., avoir écrit un livre pour divulguer ce message à la plus grande. Et c'est un peu... Avant, c'était du 1 contre 1. Tous mes patients, un par un, je leur disais penchez-vous en avant, c'est pas un problème. Aujourd'hui, j'ai un levier beaucoup plus important pour le faire et donc c'est extra cool. Ouais, c'est la même chose avec l'alimentation pour moi. C'est clairement ça mon but. Je trouve que la plupart des gens qui sont dans la santé sur les réseaux, on a cette envie de. On pense avoir le bon message. Ou en tout cas, un message. Oui. Un outil à proposer aux gens. Exactement. En tout cas. Sur la santé et donc on veut le démocratiser le plus possible. Cool. Tu as écrit un livre. Ouais. Tu es allé sur M6, tu as fait que des trucs trop cool. C'est quoi ta prochaine ambition? En réalité, c'est d'augmenter ma portée. Et donc, j'avoue, faire plus de télé, ce serait, je trouve, très intéressant. Cool. Parce que la télé, ça reste un levier extrêmement important. Bien sûr. Et vu que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je suis sur Instagram et sur YouTube, je me dis, dès que tu arrives sur un nouveau canal, tu as plus de gens qui peuvent te découvrir. Ouais. Tu vois, là, j'ai 130, 140 000 personnes sur Instagram. J'ai encore largement de quoi me développer, mais quand tu arrives dans un endroit où personne ne te connaît, tu touches beaucoup plus facilement que quand tu arrives dans un endroit où tout le monde te connaît un peu déjà. Bien sûr. Je ne dis pas que tout le monde me connaît sur Insta, mais du coup, plus je vais arriver dans des nouvelles sphères, plus c'est facile pour toucher des nouvelles personnes. Donc la télé, pourquoi pas. Après, le problème, ça va être la contrainte de temps. Tu le sais très bien. On a un temps qui est limité. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup parce que ça me permet de toucher beaucoup de monde. Ça reste quand même un levier puissant. Donc je trouvais ça très très cool. Et l'exercice du direct, je le trouve extrêmement difficile mais galvanisant. Ouais. Donc j'aime bien. Ouais, ça doit être très très stimulant ça. Ouais. On a vu Greg de Major Mouvement expliquer au monde entier à quel point c'était difficile d'être kiné, d'avoir une vie de famille et d'être médiatisé, je pense qu'on peut le dire pour lui, parce qu'il a carrément été médiatisé. Toi, c'est quelque chose que tu te vois combiner comment? En fait, c'est une question que je me pose pas beaucoup parce que, en fait, j'ai la chance que tu parles de Greg. Donc, Greg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un kiné qui est sur le réseau, qui est sûrement le plus connu. Major Mouvement. Et en fait, je ne fais que passer dans ses traces. Donc en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que les premiers haters, c'est lui qui les a eus. Et tout ce que je fais pour le moment, c'est que le truc qu'il a déjà fait. Il a déjà fait de la télé, il a déjà écrit des bouquins, etc. Donc au final, moi j'ai la chance d'être, on va dire, le deuxième. C'est un peu le petit frère qui arrive après l'aîné et qui a déjà cassé les barrières. Exactement. Et donc en fait, je peux voir, entre guillemets, les erreurs qui ont pu être commises. Là où il s'est pris beaucoup de haters pour pas grand-chose, donc peut-être avoir un discours différent. Et moi, j'étais protégé aussi parce que je suis pas sur Doctolib, donc les gens me retrouvent pas sur les réseaux quand ils veulent prendre rendez-vous avec moi. Il faut savoir que les pros de santé, en tout cas en France, on ne peut pas faire la pub de nos cabinets. Donc déjà, jamais tu verras un kiné dire voilà où je travaille, etc. Oui. Donc ça me permet de me protéger un petit peu de ça. Et donc moi, les gens qui viennent me voir au cabinet, ils savent pas que je suis sur les réseaux. Alors des fois, ils me disent ah mais c'est vous, je savais pas que j'ai rendez-vous avec vous et je vous suivais. Mais c'est ça. Et après, à un moment donné, quand tu as 1 million de followers, tu peux pas non plus te protéger plus que ça. Mais d'essayer de minimiser ce que tu exposes. Ma fille, elle n'est pas exposée, tu vois. Mais après, ah oui, le deuxième point, c'est que j'ai la chance de ne pas être, mais vraiment, je suis complètement imperméable à la critique. Ah oui. Mais alors là, tu peux me chier dessus, ça me fait rien du tout. Vraiment, et ça, je pense que c'est une vraie chance. Alors, comment? Parce que moi, pas du tout. Ouais, non. Après, je vais pas te dire, ça me fait pas plaisir quand on met ah là là, il est moche, etc. ou c'est nul ce qu'il raconte. Mais en fait, j'arrive vraiment. En fait, je suis convaincu du bien fondé de ce que j'essaye de faire. C'est ça. Et je peux faire des erreurs, j'en ai fait, j'ai des fois eu des propos. Mais tu es convaincu de l'intention. Exactement. Et puis les connaissances évoluent. Et ce que je dis aujourd'hui, même si j'en suis persuadé, peut-être que dans 10 ans, je dirais l'inverse, parce qu'il y a 10 ans, il y avait des trucs que je disais pas, que je dis aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, je sais que l'intention est bonne. Et donc, je vois pas ce qu'on peut me reprocher. Je suis très vigilant sur les quelques partenariats. Il n'y en a aucun que je ne fais que pour l'argent. Il y en a beaucoup que je refuse. Et aujourd'hui, j'ai la chance de, si demain les réseaux s'arrêtent, en fait, je gagnais mieux ma vie avant les réseaux. Bah oui. Parce que maintenant, je travaille moins. Tout ce temps, tu le faisais en tant que kiné et tu gagnais bien mieux ta vie. Donc en fait, moi aujourd'hui, les réseaux peuvent s'arrêter. J'en suis pas dépendant et du coup, je vais pas vendre mon âme pour mes réseaux. Tu vois. Et je peux rester droit dans mes bottes. Et donc les critiques, ça me touche pas parce que déjà, la plupart des gens qui critiquent, c'est des gens qui font rien. Greg, qui a 1 million, ne m'a jamais critiqué. Il m'a apporté deux manières de m'améliorer, tu vois. Et ça, je les prends et je les écoute et on a discuté ensemble. Tu vois, on a parlé des éléments, etc. Et je suis toujours très ouvert à la critique. Mais la critique pour la critique,
elle me coule dessus comme la Oui, pluie en c'est la ce moment différence sur entre une ta box. remarque. Elle coule bien. C'est la différence entre une remarque qui va t'aider à t'améliorer et une remarque qui est juste bête et méchante, comme on dit. Quoi. Ouais, exactement. Ok. Et en termes de gestion du temps, tu te vois continuer à faire de la kiné, tu te vois devenir entre guillemets J'arrêterai pas que la kiné médiatique. parce que tu te vois j'adore quoi? ça. Ouais. J'adore ça. Je trouve T'aimes ça être passionnant. sur le terrain avec Moi, ce que quelqu'un, j'adore, quoi. je dis souvent, c'est le côté enquête. Tu vois, là, tu m'as dit, je te l'ai pas dit, mais tu m'as dit, j'ai eu mal au dos après avoir eu une. T'as envie d'aller regarder mon dos. J'ai envie de me dire, ok, alors il a une piqûre au niveau du dos, je pense que là, au vu de ça, c'est sûrement une adhérence, peut-être que c'est le fait, tu vois, et boum, il y a une enquête qui s'est ouverte. Trop fort. Tu vois, et moi, ce que j'aime le plus dans mon métier, bon, j'aime tout le monde, mais c'est le côté enquête, tu vois. Ok, il a mal au genou, pourquoi? Interrogatoire, ok, à la fin interrogatoire, j'ai 5 coupables. Bilan, à la fin du bilan, j'ai 2 coupables. Traitement, ok, je pense que c'est lui, on met en place, et au bout des fameuses 6 séances, ok, bon, bah, je me suis peut-être planté, ou alors c'était le bon coupable. Et ça, j'adore. Donc ça, je ne l'arrêterai pas. Par contre, avant, je travaillais sur 5 jours. Depuis que j'ai commencé les réseaux, je suis à 4. J'aimerais bien passer à 3. Mais pour le moment, pour être honnête financièrement, 2021, j'ai perdu de l'argent. 2022, j'étais à l'équilibre. Mais vu que je ne travaille pas, j'en ai perdu. Et je pense que 2023, je serai à 0. Okay. Donc, si à 2024, je peux tirer un peu de bénéfices, je pourrais peut-être réduire encore un peu la kiné. J'aimerais bien faire 3 jours de kiné et 2 jours de réseau. Oui. Et je pense que c'est un équilibre que je garderai sur le long terme qui me convient bien. Ouais. C'est vraiment marrant ce que tu viens d'expliquer avec l'enquête parce que c'est exactement la même chose pour moi avec l'alimentation. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir ou quand je vois quelqu'un qui a des problèmes, etc., ça commence. Tu vois, et alors tu as tout l'espèce d'arbre là dans ta tête qui part. Tu dis, ok, non, ça peut pas être ça, là. Ok, on va essayer ça, puis ça. Et le moment où tu trouves, il y a quand même un côté. Une satisfaction incroyable, je trouve, d'avoir trouvé et de dire ok, c'est ça et maintenant on peut aider la personne à aller mieux. Totalement. C'est une gratification dingue. En fait, elle est double, elle est personnelle quand toi tu dis waouh, c'est ça. Et puis des fois tu te dis, t'as ça il y a 10 ans, j'aurais pas été capable de le trouver ou de le faire. Et puis derrière, tu as le retour de ton client ou de ton patient. Moi, des fois, je me dis, mais ça fait 10 ans que je pouvais plus faire ça, grâce à vous, je peux le faire. Toi, tu vois, c'est le genre de retour qu'on doit te faire aussi. Et ça, oui. Ici, voilà, on a encore une très belle success story récente avec quelqu'un qui traîne des migraines handicapantes au point de rester chez soi, au point de ne pas aller travailler, au point de ne pas avoir de vie sociale. Tu vois, vraiment la violence totale, qui change son alimentation. Tac. Et là, tu dis, ouais, ok, ça c'est vraiment cool, tu vois. Cool, donc je pense que tu as vraiment une belle mission. Je suis très content que tu sois venu en parler sur la chaîne. Je vais taguer en dessous donc, ta chaîne YouTube et ton Instagram. Insta, c'est les principaux. C'est bien ça pour toi. Et suivez Aymeric sur Insta parce que c'est très cool ce qu'il fait. D'ailleurs, il m'a appris comment faire. Il y a des chances que j'y sois aussi bientôt. Vous retrouverez sur Instagram des vidéos torse nu grâce à moi. Vous me remercierez. Alors torse nu probablement pas. Mais merci Aymeric, c'était avec très plaisir. Cool.